Bienvenue à tous pour cette réunion de lancement de la concertation autour du S3 RENR Aura, réunion organisée par RTE. Je vais donc vous présenter Marraine Riboulet, agence Sens. Nous accompagnons donc RTE dans l'organisation et l'animation de cette concertation. C'est donc moi qui animerai cette réunion. Compte tenu du contexte sanitaire, mais aussi finalement de l'étendue de ce territoire régional, il a été proposé d'organiser cette première réunion à distance. Et vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir répondu favorablement et nous vous en remercions. On va dire que le contexte sanitaire nous force aussi à inventer et à initier de nouvelles pratiques et ce webinaire en est l'exemple. Cette réunion et cette organisation à distance imposent un certain nombre de contraintes techniques et notamment la nécessité de maintenir votre micro coupé. Je pense que vous êtes probablement pour la plupart habitués à cet exercice et vous savez qu'il est important de maintenir donc le micro coupé pour pouvoir avoir une présentation qui soit la plus audible possible. En revanche, on est bien dans le cadre d'une concertation et donc on souhaite bien entendu recueillir le maximum de questions, observations et vous disposez donc sur cet outil en bas de votre écran, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Zoom, un petit onglet converser. Alors, c'est soit en bas, soit en haut de votre écran. S'il n'apparaît pas, vous avez peut-être un petit plus que vous pouvez activer pour le retrouver. Et donc, je vous invite au fil de la présentation à pouvoir noter vos questions, vos observations. Elles seront toutes versées au bilan de la concertation et nous y répondrons autant que possible au fil de la présentation. Alors, vos intervenants ce soir pour cette réunion, François Chaumont, vous êtes directeur délégué de RTE en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Christian Chapon, directeur adjoint du Centre Développement et Ingénierie. Bonjour à tous. Clément Chichou, vous êtes chef du projet donc S3 RENR. Bonjour. Pierre Brignon, chargé de concertation. Bonjour à tous. Et enfin, donc, nous y reviendrons, RTE a souhaité que cette concertation soit la plus exemplaire possible et a saisi volontairement la Commission nationale du débat public qui a nommé donc Jean-Luc Campagne et David Chevalier comme garants de la concertation. Messieurs, je vais également vous laisser nous saluer et je vous laisserai tout à l'heure, bien entendu, le propos introductif. Donc, Monsieur Campagne, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Et Monsieur Chevalier? Oui, bonjour à tous, je suis là. Très bien, merci. Alors, nous allons débuter avec vous, François Chaumont. Alors, avant de rentrer dans le S3 RENR, peut-être en quelques mots nous présenter RTE, votre mission et plus spécifiquement, finalement, votre implantation ici, donc dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Donc, effectivement, quelques mots d'introduction sur le système électrique et puis finalement le rôle de RTE comme acteur clé du système électrique. Donc, arrêtons-nous quelques secondes sur le schéma qui vous est proposé, où l'on voit RTE, donc, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qui est donc à la frontière entre la production d'électricité et la consommation, à la frontière entre l'importation et les exportations au niveau européen. Et finalement, donc, avec des clients industriels qui sont directement rattachés au réseau de transport et d'autres clients plus petits, type PME, PMI, professionnels ou particuliers, qui, eux, sont connectés au réseau de distribution d'électricité. Le réseau de transport d'électricité, c'est des niveaux de tension entre 63 000 volts et 400 000 volts. Et donc, dans ces missions clés, RTE, donc, qui est un opérateur avec des missions de service public, a un rôle de premier ordre qui est d'assurer à tout instant, à chaque seconde, l'équilibre entre la production et la consommation. Et lorsqu'on parle de production, on ajoute effectivement les imports aussi qui peuvent rentrer des pays voisins. Et lorsqu'on parle de consommation, c'est bien aussi les exports que le pays français peut faire dans les pays voisins. Donc, cette mission de premier ordre est donc assurée à chaque seconde. Et nous avons aussi des missions qui sont de réussir et d'accompagner la transition énergétique sur le territoire français en accueillant les énergies renouvelables,
et en optimisant leur contribution pour éclairer les décisions publiques. Et c'est dans ce volet-là que nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui pour parler de ce schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Et pour travailler sur ce schéma, puisque les énergies renouvelables peuvent se connecter directement au réseau de transport, mais aussi et majoritairement au réseau de distribution, ce sont les deux acteurs principaux qui permettent de contribuer à l'élaboration de ce schéma régional. Alors, le régulateur de tout ce système électrique, c'est la Commission de régulation de l'énergie qui permet de garantir l'équité de traitement, qui fixe les tarifs et contrôle nos investissements. Alors, pour faire encore une petite image pour expliquer la différence entre transport d'électricité et distribution d'électricité, si vous prenez l'analogie des routes de France, vous avez le transport d'électricité qui est plutôt les autoroutes et les nationales pour permettre de transiter les grands mouvements d'énergie entre territoires, et les routes départementales, communales et jusqu'aux rues dans votre ville, c'est plutôt donc le terrain de la distribution d'électricité. Je vous propose maintenant de faire un zoom simplement sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est sur ce territoire-là que nous allons travailler aujourd'hui. Vous avez donc une carte très macroscopique du réseau du schéma électrique en Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, pour vous préciser que sur ce territoire RTE, nous sommes 1100 salariés répartis sur tout le territoire, avec donc un siège régional qui est situé à Lyon, mais aussi des implantations locales qui sont situées majoritairement sur Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Grenoble, la zone de Lyon et Albertville, avec des antennes aussi réparties sur tout le territoire, puisque nous sommes une entreprise de territoire qui, pour être présent au plus proche du terrain et au plus proche de nos installations pour intervenir sur tous les gestes de maintenance sur le territoire. Le territoire de la région, c'est un territoire riche de clients industriels. Et donc, nous avons 107 clients industriels qui sont raccordés directement au réseau de transport d'électricité et 14 700 km de lignes hautes et très haute tension sur le territoire. Merci, Monsieur Chaumont, pour cette introduction générale sur RTE. Alors, peut-être un mot succinct sur ce qui nous réunit ce soir, plus spécifiquement. Oui, alors, vous l'avez compris, les réseaux électriques s'impliquent dans la transition énergétique. C'est d'ailleurs un enjeu de loi, mais une mission de RTE et des réseaux de distribution importante. Sur le territoire de Auvergne-Rhône-Alpes, les énergies renouvelables progressent. On va avoir un peu des chiffres plus précis dans la suite de la présentation. Notre rôle est d'être présent, les réseaux électriques, transport et distribution, d'être présent pour préparer l'arrivée de ces énergies renouvelables, qui est un enjeu stratégique pour la région. Et donc, nous lançons aujourd'hui cette concertation préalable sur le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui s'est ouvert le 5 octobre et qui va se clôturer au 31 décembre. Et donc, je voudrais en profiter aussi pour rappeler que donc, nous avons voulu volontairement placer cette concertation sous l'égide de Garant, en saisissant la Commission nationale de débat public. Et donc, je remercie officiellement donc, ces garants qui sont présents et présents maintenant parmi nous là, pour leur implication dans l'organisation de la concertation et pour la qualité de leur collaboration. Alors, justement, nous allons leur laisser la parole. 3 mois de concertation quasiment, ce qui est quand même important, et ça permettra de se laisser le temps pour à la fois vous informer, échanger, discuter, débattre. Alors, messieurs les garants, je vais peut-être vous laisser nous rappeler ou nous présenter votre rôle dans la conduite de cette concertation. D'accord. Donc, Jean-Luc Campagne, je vais commencer, ensuite je laisserai David Chevalier préciser un petit peu. Donc, nous sommes effectivement garants nommés par la Commission nationale du débat public. Un garant, il a pour rôle de veiller à la qualité du processus participatif. Donc, en gros, ça veut dire s'assurer de la qualité, de la clarté des documents, de la sincérité des informations diffusées,
c'est aussi s'assurer de la liberté pour le public d'exprimer son point de vue et de questionner le maître d'ouvrage. Voilà. L'idée aussi, c'est finalement de favoriser à travers ça l'échange d'arguments. Notre rôle aussi, c'est de vérifier la possibilité concrète et réelle pour les populations concernées de participer aux rencontres publiques qui seront organisées. Alors, vous l'avez rappelé, on est dans un contexte particulier avec le Covid. Et bon, les outils numériques qui sont déployés, effectivement, permettent à une part du public de participer, mais nous, on a par exemple insisté pour qu'il y ait quand même un maintien de rencontres en présentiel, parce que ça permet une autre qualité d'échange, et puis ça permet aussi à ceux qui n'ont pas forcément accès à ces outils numériques de pouvoir s'y impliquer. On a également un avis à émettre, on va dire, sur la pertinence des outils de communication et puis sur la transparence des débats. David, peut-être je te laisse compléter sur plus la partie, on va dire, comment on est rentré dans cette concertation préalable, donc avec RTE. On a déjà un petit peu travaillé par le biais d'entretiens préalables et formulé un certain nombre de préconisations. Et je laisse David les présenter. Très bien. Et absolument Oui. Peut-être Monsieur Campagne pour qu'on entende bien Monsieur Chevalier. Voilà, je serai obligé de vous laisser couper le micro, très rapidement. Ouais. Pas de souci. Alors, Monsieur Chevalier, peut-être un petit complément? Ouais, petit complément sur le fait que cette concertation préalable, elle se place dans un cadre un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de débattre d'un projet en particulier qui va avoir lieu qui va s'installer sur un territoire, on peut dire un projet physique. On débat de ce qu'on appelle nous un plan et programme, c'est-à-dire ici un schéma qui va s'installer sur 10 ans et qui va lui être un cadre qui va ensuite permettre l'installation de projets. Pour la concertation, c'est un fait un peu nouveau. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on débat, qu'on concerte sur les plans et programmes. Ça a beaucoup d'intérêt puisque justement, ça donne le chapeau général et ça permet à tout le monde de s'exprimer sur ce chapeau général avant les projets. Toutefois, ce n'est pas non plus une revue de tous les projets qui vont avoir lieu. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre dans cette concertation. Et ce que vous allez voir sur le temps de cette présentation et durant tout le temps de la concertation, c'est effectivement un document qui est assez dense et qui programme sur 10 ans des éléments de construction et des éléments de projet. Donc voilà, il faut rentrer dedans et nous, en tant que garant, l'une des préoccupations qu'on a pu avoir, c'est cette clarté de l'information, cette lisibilité, alors que ce schéma, il est la résultante d'autres schémas qui vous seront présentés au fur et à mesure. Voilà, il est enchâssé dans d'autres éléments et c'est important de prendre ce temps de connaissance. Comme Madame Riboulet vous l'a signalé, on a 3 mois de concertation et c'est tout l'intérêt justement de prendre ce temps-là pour pouvoir bien connaître le projet et puis pour pouvoir ensuite exprimer vos opinions. Donc n'hésitez pas à le faire par le biais du site internet qui est déjà ouvert et qui pour l'instant n'a pas de contribution, donc allez-y. Et ensuite vous aurez d'autres webinaires, des temps qu'on espère maintenus en physique, qui nous permettront de nous rencontrer. Voilà, et j'insiste, à côté du document du schéma, vous avez un guide de lecture qui a été pensé par la maîtrise d'ouvrage pour faciliter cette lecture. Et dans tous les cas, sur la qualité des échanges, des débats, etc., et n'hésitez pas à solliciter les garants, on est là pour ça. Voilà. Merci Chevalier. Monsieur Chevalier, vous avez notamment rappelé qu'il y avait un avant-schéma et un après-schéma. C'est important, l'équipe d'RTE y reviendra. On n'est pas là pour re-questionner les données d'entrée, ni pour anticiper le débat sur des sujets d'avenir. Et l'objectif ce soir, c'est bien de vous présenter l'objet même de ce schéma. Alors justement, au programme de cette soirée, nous reviendrons sur les origines du S3RENR. C'est fondamental pour bien comprendre finalement le S3RENR que nous décrypterons.
Nous reviendrons ensuite sur le processus d'élaboration. Enfin, nous aborderons les conditions de mise en œuvre et bien entendu les modalités d'information et de participation à cette concertation. L'idée ce soir, c'est bien de vous donner des clés de compréhension pour pouvoir ensuite aller plus loin dans la compréhension de ce schéma, ces décrochages territoriaux, certaines thématiques, bien entendu, que nous aborderons aussi dans la poursuite de la concertation, mais ce soir, nous resterons bien sur cette échelle globale. Alors, sur les origines justement du S3RENR, je reviens vers vous, Monsieur Chaumont. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter ce qui est à l'origine, les données d'entrée du schéma qui ont donc participé à sa construction? Oui, donc le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est fondé et fixé par la loi. Il a été donc c'est le code de l'énergie qui prévoit l'élaboration de ce schéma par RTE avec les gestionnaires de réseau de distribution. Et le cadre réglementaire est fixé par la loi de transition énergétique de 2015. Donc, c'est un travail qui concerne l'ensemble des gestionnaires de réseau. Et sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons actuellement 2 schémas qui sont qui arrivent à échéance, puisque nous avons un schéma d'Auvergne et un schéma Rhône-Alpes qui donc était sur le périmètre des régions précédentes, qui avait une vision d'anticipation à l'horizon 2020, d'où la nécessité aujourd'hui de réviser ces schémas et de les adapter au nouveau périmètre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, si on remonte un peu dans la construction de ce schéma, nous avons la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est donc une expression des objectifs du gouvernement sur le territoire français, avec donc des volets de développement d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie, même si elle n'a été validée que définitivement le 23 avril 2020, ça fait plusieurs mois donc qu'elle a été donc présentée. Donc nous connaissons les objectifs nationaux. Donc lorsque on descend à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est au préfet de région de notifier une demande de capacité supplémentaire au titre de ce nouveau schéma. Et pour cela, il va s'éclairer du SRADET. Le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, donc qui a été validé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui fixe une ambition régionale à l'horizon 2030 aussi, avec des objectifs de développement des énergies renouvelables par filière. Et nous pouvons avoir donc dans ce SRADET des objectifs de développement de l'éolien, du photovoltaïque ou de l'hydraulique, par exemple, détaillés dans cette politique énergétique. Ensuite, le préfet éclairé de ce SRADET et des objectifs du gouvernement a fixé à RTE une demande d'accueil, d'études pour accueillir 7600 MW d'énergie renouvelable supplémentaire à l'horizon 2030, sans préciser la filière précise, mais 7600 MW, tout type d'énergie renouvelable confondu. Et c'est ça qui fixe finalement notre donnée d'entrée pour établir le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Donc, si vous voulez, on va rentrer un peu plus précisément dans ce que veut dire ce jargon S3RENR. Donc, arrêtons-nous 30 secondes sur les lettres. Le schéma, c'est donc un outil de planification et d'anticipation. Aujourd'hui, notre rôle en tant que transporteur d'électricité et de distributeur d'électricité, c'est de se tenir prêt à accompagner le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est un outil d'anticipation. C'est sur le territoire de la région, donc c'est un schéma qui s'ancre sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui permet demain de raccorder au réseau les futurs projets de production, quelle que soit leur filière. Et donc, il est centré sur les énergies renouvelables. Et lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, c'est l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la bioénergie et la géothermie,
Et finalement, demain, ce schéma permettra d'accompagner le raccordement au réseau de ces énergies renouvelables, quel que soit finalement le mix de demain. Merci effectivement, Monsieur Choumont. C'est un terme un petit peu compliqué, S3RENR, mais finalement, quand on décrypte lettre après lettre, on arrive déjà à comprendre un petit peu l'essentiel. Il y a un exercice qui est aussi intéressant pour définir le périmètre du schéma, c'est d'expliquer ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Je crois que c'est justement ce que vous allez nous proposer maintenant. Voilà, donc il est important de comprendre que ce schéma, donc je vous le disais, permet d'anticiper et d'optimiser aussi, puisque il y a tout un rôle d'optimisation, les adaptations qui sont nécessaires sur le réseau, qui soient de réseaux de RTE ou des réseaux de distribution. Le deuxième rôle de ce schéma est de rendre visible et de réserver des capacités d'accueil pour le raccordement des énergies renouvelables. Donc, ça rend visible pour les acteurs qui ont des projets de raccordement d'énergie renouvelable, ça rend disponible et visible des capacités d'accueil sur le territoire. Et enfin, un troisième rôle important, c'est de mutualiser à l'échelle d'une région les coûts d'investissement entre les producteurs qui vont avoir des projets de raccordement au réseau et les gestionnaires de réseau. Tout ça pour éviter que ce soit le premier producteur qui nécessite des adaptations de réseau qui soit le seul à prendre en charge les coûts de création de nouveaux ouvrages, mais pour permettre de lisser et de mutualiser, de rendre solidaires tous les acteurs autour du coût d'investissement de ces adaptations. Alors, peut-être important aussi de dire ce qu'il n'est pas, justement, ce schéma. C'est bien un schéma, mais ce n'est pas une autorisation pour construire les projets de réseau qu'on aura identifiés. Chaque projet aura besoin d'avoir ses propres démarches administratives et de concertation pour pouvoir voir le jour. Et ce n'est pas non plus une approbation à l'implantation des nouveaux projets d'énergie renouvelable. Chaque projet d'énergie renouvelable aura ses propres démarches administratives à effectuer et qui seront validées par l'État avant d'être acceptées et de pouvoir faire les gestes de raccordement au réseau. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Vous contribuez avec des observations. Aujourd'hui, on n'a pas encore de questions vraiment liées à cette première séquence. Donc, on va continuer à vous laisser contribuer. On reviendra dans un second temps sur vos questions. Avant ça, donc, une présentation du processus d'élaboration du S3RENR jusqu'à son approbation. Avec vous, donc, Monsieur Chapon, vous êtes donc directeur adjoint du Centre de développement et d'ingénierie. Ce processus d'élaboration, il est complexe, mais vous pouvez aussi le résumer quelque part en 4 étapes clés. Je vous laisse donc nous les présenter. Donc François nous a dit que le point d'entrée, c'était la notification qu'a fait le préfet. Donc voilà, pour démarrer, on a ça, 7600 MW qu'il faut prévoir de pouvoir raccorder sur le réseau à l'horizon 2030. La première étape, elle va consister à répartir ces 7600 MW, et on verra, on rentrera un petit peu plus dans le détail après, en élaborant une hypothèse la plus pertinente possible pour répartir sur le territoire ces 7600 MW de production nouvelle. En deuxième étape, une fois qu'on a cette répartition, on va pouvoir étudier les adaptations, les développements de réseau qu'il faut faire en fonction de ces différentes implantations. Et à l'issue de ces études qui vont définir des ouvrages nouveaux ou des renforcements du réseau, on va pouvoir définir ce qu'on appelle la quote-part. On y reviendra plus en détail. Pour l'instant, je me contenterai de dire que c'est la part de financement des nouveaux ouvrages et la fameuse mutualisation dont parlait François tout à l'heure. Une fois qu'on a défini ces projets et leurs coûts, on va rentrer dans la phase de consultation et de concertation sur ce projet de schéma. C'est cette phase qu'on démarre aujourd'hui. À l'issue de ça, on aura un certain nombre d'avis, de remarques sur ce projet. On va bien sûr les prendre en compte, amender le projet, amender le schéma. Et en dernière étape, une fois qu'on aura pu finaliser un projet de schéma, on va le soumettre à l'État au travers de deux sollicitations. La première qui est la sollicitation de l'avis de l'autorité environnementale,
On ne l'a pas encore évoqué, mais en accompagnement du schéma, il y a une évaluation environnementale qui est faite. Et donc, c'est sur cette évaluation environnementale que l'autorité environnementale émettra un avis. Et puis, on demandera également au préfet d'approuver la quote-part du schéma qui financera toutes les créations d'ouvrages qui y sont associés. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces étapes. Tout à fait. On va revenir sur chacune de ces étapes, notamment avec vous, Clément Chichou. Vous êtes donc le chef de projet du S3RENR Aura. Donc, première étape, diagnostic territorial, répartition des gisements. On le voit bien sur ce synoptique. On est sur, comme on le disait, première étape 2018-2019. Je vous laisse donc nous présenter peut-être finalement ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années et donc avant même de pouvoir présenter aujourd'hui ce schéma consolidé. Oui, absolument. Donc, cette première étape, elle est très importante dans la phase de préparation du schéma, puisque l'objectif, c'est bien de répartir ces 7600 MW d'énergie renouvelable et électrique qui pourraient arriver sur le territoire de la région, de les répartir le plus intelligemment possible, ou en tout cas le mieux possible sur le territoire régional, en prenant effectivement des hypothèses, puisqu'on est au stade des hypothèses pour savoir ce qui va se passer d'ici 2030. Et nos hypothèses, nous les avons construites avec un ensemble d'acteurs externes, puisque nous n'avons pas travaillé seuls sur cette première étape qui est extrêmement importante. Et nous avons construit nos hypothèses autour de 3 grands canaux. Le premier canal, c'est de chercher à recenser les ambitions et les projets connus sur l'ensemble de la région, en faisant appel à des recensements auprès des territoires TEPOS, donc territoires à énergie positive, auprès des collectivités, donc il y a des réseaux d'animation des EPCI, auprès également des syndicats départementaux d'énergie qui sont très bien placés pour savoir ce qui va se tramer en termes de développement des énergies renouvelables sur les départements, sur les territoires, et puis également auprès de fédérations représentatives des producteurs qui eux aussi nous ont remonté un certain nombre de projets qu'ils ont ambition d'essayer de développer d'ici 2030. Donc ça, c'est un des premiers canaux. Deuxième canal sur lequel on s'appuie, c'est toutes les demandes de raccordement qui sont faites auprès des gestionnaires de réseau, donc auprès de nous RTE et auprès des gestionnaires de réseau de distribution, donc tous les projets qui cherchent à se raccorder dans les années passées et aujourd'hui encore, et donc ça donne une idée des dynamiques de développement des ENR sur les zones. Et puis on a également travaillé sur un dernier canal qui est l'étude des potentiels de développement de certaines filières. Et ça a été notamment vrai pour enrichir nos hypothèses sur les petits projets, puisque les petits projets, quand on développe du photovoltaïque, par exemple, sur des petites toitures, ce sont des projets qui ne sont pas simples à recenser, puisqu'il y a une multitude de petits projets qui peuvent se faire. Et d'ici à 2030, on est obligé de prendre des hypothèses pour connaître le développement de ces filières. Et donc, avec l'ensemble de ces hypothèses, nous avons finalement créé une cartographie de comment pourraient se répartir ces 7600 MW d'énergie renouvelable sur le territoire de la région. Et donc, on sort une cartographie qu'on restitue en carré de 20 km par 20 km. Voilà, donc c'est une restitution macro, mais qui nous permet, à nous, gestionnaires de réseau, d'ici à 2030, de voir quels sont les impacts de ces énergies renouvelables sur les réseaux. Bien entendu, on ne peut pas présenter ces éléments ce soir puisqu'on est bien sur une réunion d'introduction à la concertation où on présente les principes généraux du schéma, mais l'ensemble des documents permet d'aller plus loin et surtout les rencontres territoriales, on y reviendra, seront aussi l'occasion de rentrer un peu plus précisément sur ces questions. Deuxième étape, étude des stratégies d'adaptation du réseau, évaluation, alors comme on le disait, quote-part, c'est un terme important, une donnée, et en tout cas un élément important dans l'élaboration du schéma. Vous nous en direz donc dans quelques mots, Clément Chichou. Alors peut-être dans un premier temps, les grandes orientations du schéma, la façon dont elles ont été établies. Oui, donc une fois qu'on a passé cette étape 1 qui est de répartir l'ambition sur l'ensemble de la région, eh bien on vient en fait calquer cette répartition régionale sur nos réseaux existants et on cherche à déterminer quel pourrait être l'impact de l'arrivée de ces nouvelles productions sur les réseaux existants et puis chercher à définir les adaptations, les meilleures adaptations possibles des réseaux d'ici 2030 pour répondre à ces impacts. Donc, quand on fait ça, on est guidé par 2 grands leitmotifs qui sont d'essayer d'optimiser
le coût des investissements nécessaires à réaliser sur les réseaux pour les adapter, et puis en même temps minimiser autant que possible l'empreinte environnementale de ces développements. Et si on doit aller développer, créer de nouveaux réseaux, essayer de les faire le plus sobrement possible. Donc tout ça nous emmène vers une logique qui est d'essayer de prioriser la réutilisation des réseaux existants en essayant d'abord d'optimiser le réseau existant avant, si c'est nécessaire, de devoir créer de nouveaux ouvrages de réseaux électriques. Et donc, quand on cherche à aménager ou à adapter le réseau à l'arrivée des énergies renouvelables, on s'appuie sur 3 grands leviers. Le premier, c'est d'essayer d'avoir recours autant que possible aux équipements numériques en rendant ainsi plus performant le réseau existant, de manière à limiter les interventions lourdes sur le réseau, d'essayer de minimiser notre impact, c'est toujours cette idée. Quand le développement d'outils numériques n'est pas suffisant pour accueillir les énergies renouvelables à 2030, on va essayer de renforcer les réseaux existants. Donc, renforcer les réseaux existants, ça veut dire, par exemple, dans un poste électrique, remplacer un transformateur existant par un transformateur d'une capacité plus importante. Ou alors, sur une ligne électrique, peut-être remplacer les câbles conducteurs dans lesquels transite l'énergie par des câbles nouveaux, d'une technologie un petit peu différente, qui vont permettre de transiter un peu plus d'énergie, ou d'une section un petit peu supérieure, qui vont permettre toujours de transiter un petit peu plus d'énergie en gardant la ligne telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, quand on a essayé d'utiliser les outils numériques, quand on a essayé de renforcer, mais que tout ça n'est pas suffisant, parce qu'on a de grosses capacités d'énergie renouvelable qui pourraient arriver, des fois, on est obligé d'aller vers des créations d'ouvrages, créations nouvelles d'ouvrages. Donc, ça peut être des créations de postes ou des créations de lignes électriques. Alors justement, vous allez revenir sur ces 2 typologies finalement d'équipements et d'ouvrages, postes électriques et lignes électriques, avec quelques images. Effectivement, parce qu'on parle depuis quelques minutes là, de réseaux, de postes électriques, de lignes électriques, mais finalement, on va prendre quand même quelques minutes pour bien être d'accord sur de quoi on parle quand on parle de réseaux de transport et de postes de distribution ou de postes de transformation. Donc, un poste électrique, quand on parle de réseau de transport ou de réseau de distribution, c'est un élément quand même relativement important. On voit ici des images, par exemple, d'un poste de distribution sur la gauche. Donc, le poste de distribution, on l'appelle également le poste source. C'est ce poste de transformation qui fait l'interface entre le réseau de transport d'électricité et le réseau de distribution. Donc, on trouve dans ces postes, en général, quelques équipements électriques, là qu'on peut voir sur la photo. On trouve en général un bâtiment et on trouve toujours un ou des transformateurs, puisque c'est l'objet même du poste de transformation qui cherche à transformer la tension du courant d'une tension supérieure à une tension inférieure, et donc permettre le transit d'énergie, soit de la tension supérieure à la tension inférieure, soit l'inverse, de la tension inférieure vers la tension supérieure. Donc, ce sont vraiment des nœuds de passage du courant. Sur l'autre photo, la photo de droite, on voit un poste du réseau de transport d'électricité qui est un peu plus grand, par définition, puisque les installations en général du réseau de transport sont un petit peu plus importantes. Et ces postes, donc là, sont reliés par des lignes électriques. Donc, quand on parle de lignes électriques, on peut parler soit de lignes aériennes. On en voit un peu tous les jours quand on se promène. Donc, une ligne aérienne, c'est en général une file de pylônes constitués de treillis métalliques. Alors, ça peut être des pylônes un petit peu différents, mais en général, ce sont des pylônes comme celui qu'on voit là, qui supportent 3 conducteurs électriques, 3 câbles, puisque nos réseaux sont toujours en triphasé, et donc on a toujours au moins 3 câbles. Certains pylônes peuvent supporter 2 lignes électriques, donc on aura 6 câbles. Voilà. On a aussi une photo de ligne souterraine. Alors, une ligne souterraine, ça ne se montre pas bien. Donc, ici, on a une photo d'une ligne souterraine qui est en train d'être posée, d'être en train d'être développée. Et donc, là, on voit un câble, mais il y aura donc 3 câbles comme celui-ci qui seront posés pour une seule ligne, dans une fouille qui a été creusée puis qui sera rebouchée. Alors, donc justement, pour refaire un petit peu le fil, donc si je comprends bien, le schéma se traduit en programme d'aménagement. Le programme d'aménagement se traduit lui-même en programme d'investissement en création. Et donc, ce qui nous amène assez, alors je dirais presque naturellement, mais c'est néanmoins un petit peu complexe, à aborder la question de la quote-part, qui est donc un des sortants
en Chichou. Est-ce que vous nous expliquer comment elle se calcule, comment elle s'applique et finalement, avant tout, ce qu'elle est? Effectivement, cette quote-part, c'est un des objectifs principaux du schéma, hein, et donc, cette quote-part, elle vise à mutualiser les investissements de création d'ouvrages auprès de tous les producteurs, auprès de tous les porteurs de projets. Elle se calcule en faisant la somme des investissements de création d'ouvrages qu'on divise par la somme des capacités réservées pour l'accueil des ENR qui est offerte par le schéma. Donc, on divise des millions d'euros d'investissement par des mégawatts qu'on attend, et donc ça nous fait une quote-part en euros par mégawatt. Voilà, donc cette quote-part, elle est payée par l'ensemble des producteurs d'énergie renouvelable qui se raccordent au réseau, et pour chaque mégawatt de projet raccordé, le producteur paye un ticket de quote-part finalement, et donc plus son projet est important, plus il va payer de quote-part. L'objectif de cette quote-part, c'est bien de mutualiser ces investissements de création sur l'ensemble des producteurs de manière à ce qu'on n'ait pas d'effet de seuil et qu'on n'ait pas un producteur qui, quand il arrive dans une zone, finance l'intégralité d'un poste source ou d'un poste à créer, par exemple, mais qu'il ne paye bien qu'une partie de ce poste, comme tous les autres producteurs de la région paieront une partie des investissements de création au travers de ce mécanisme de quote-part. Et si on veut être totalement complet sur le sujet, je peux expliquer que les travaux qu'on a expliqués tout à l'heure en renforcement, eux, sont payés par les gestionnaires de réseau, puisqu'on vient améliorer, renforcer des réseaux existants, et donc ce sont les gestionnaires de réseau qui prennent en charge ces investissements. Très bien. Alors, ce que je propose, c'est peut-être qu'on poursuive sur les 2 dernières étapes du processus d'élaboration et ensuite on reviendra sur les quelques questions posées. Il me semble avoir vu à l'instant une question sur la quote-part justement, donc ça sera l'occasion d'y répondre. Alors, 3e étape, on y est justement, c'est la consultation et la concertation sur le projet de schéma. Alors, toujours avec vous Clément Chichou, quelques mots sur cette 3e étape sans rentrer sur les dispositifs de concertation, mais peut-être revenir sur la consultation des parties prenantes, qui est aussi une des étapes clés de l'élaboration du schéma. Oui, alors je crois que c'est Pierre qui devait en parler, mais je peux vous en parler. Alors, on peut peut-être laisser Pierre en parler, pas de souci. Pierre Brignon, donc vous êtes effectivement chargé de concertation chez RTE. Je vous laisse peut-être en dire un mot. Oui, merci Marianne. Donc effectivement, nous rentrons fin 2020 dans notre phase 3, qui concerne la concertation sur le projet de schéma. Donc, en parallèle de cette phase de concertation qui est adressée au grand public et aux citoyens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous lançons aussi une phase de consultation des parties prenantes. Voilà, donc c'est une phase écrite qui est menée par RTE et les gestionnaires de distribution. On arrive ensuite à l'étape 4, je vous laisse dérouler. Alors, l'étape 4 qui aura lieu au printemps 2021. Donc, notre projet de schéma est soumis au titre du Code de l'environnement à l'avis de l'autorité environnementale. Donc, pour aider cette autorité environnementale à rédiger son avis, nous allons l'éclairer avec 2 documents. Le premier, c'est un document qu'on appelle l'analyse de l'état initial de l'environnement. Donc, ce document est adressé à tout le monde sur la plateforme du S3R qui est en ligne. Et nous avons ensuite un 2e document qui vient donner un peu plus d'éclaircissement sur les adaptations du réseau et sur les incidences qu'aura notre S3R sur l'environnement. Donc, ces 2 documents seront soumis à l'autorité environnementale au printemps début 2021. En parallèle de ce document qui sera adressé à l'autorité environnementale, nous avons le bilan de la concertation qui sera rédigé avec les garants. Et ensuite, nous transmettrons l'ensemble de ces documents, donc l'avis de l'autorité environnementale et le bilan de la concertation, au préfet de région qui, on espère, rendra une approbation de la quote-part fin 2021. Parfait. Alors, comme on le disait, un schéma, c'est un schéma. Il est essentiel puisqu'effectivement, il donne la vision à horizon 2030. Mais la question qu'on a envie de vous poser, c'est que se passe-t-il après l'approbation finalement? Quelles sont les conditions de mise en œuvre de ce schéma? Comment ça se passe concrètement? C'est vous, Clément Chichou, qui allez donc nous présenter ces éléments. Oui, en effet, ce schéma, il a vocation à être vivant, hein. Il doit s'adapter à l'arrivée réelle des projets d'énergie renouvelable jusqu'à 2030.
Voilà comment les choses vont se passer. On peut imaginer donc une approbation de la quote-part à fin 2021 et puis ensuite un schéma qui rentre en activité. Donc, on va voir le déploiement progressif des projets d'énergie renouvelable sur la région. Les porteurs de projets vont travailler leurs projets et vont petit à petit demander des raccordements au réseau et demander leur raccordement. Et nous, en parallèle de ça, nous avons une obligation, c'est de lancer les études techniques et les études administratives de l'ensemble des projets de réseau identifiés dans le schéma, et ce, très rapidement, dès l'approbation de la quote-part. Donc, un objectif de notre part, c'est vraiment de gagner du temps et d'essayer d'anticiper les études techniques et les études administratives de l'ensemble de nos projets de réseau. Par contre, nous ne mettrons en œuvre ces projets et nous ne réaliserons des travaux que si nous avons réellement des projets d'énergie renouvelable qui arrivent sur les territoires et qui donc ont besoin que nous réalisions des travaux pour pouvoir être raccordés et pour que leur énergie soit bien évacuée sur les réseaux. Donc voilà, en tant que gestionnaire de réseau, nous allons anticiper des études techniques, anticiper des études administratives, mais nous n'anticiperons pas de travaux si les projets ER ne venaient à ne pas se développer sur certaines zones. À noter également que l'ensemble des projets d'énergie renouvelable, comme des projets de réseau, des projets RTE ou gestionnaire de réseau, feront l'objet systématiquement de concertations et d'autorisations administratives qui leur seront propres, comme c'est déjà le cas aujourd'hui et comme ce sera encore le cas demain. Parfait. Alors justement, on se pose aussi la question de savoir est-ce que ce schéma il est figé, est-ce qu'il peut évoluer, si oui, de quelle façon, à quelles conditions, voilà, ce sera également un point qu'il est peut-être important de préciser. Effectivement, ces schémas donc, sont évolutifs, ils ont vocation à s'adapter. Donc le législateur, quand il a créé ces schémas, a créé également tout un tas d'outils et de souplesse dans leur mise en œuvre, de manière à ce qu'ils puissent s'adapter dans le temps et que quand on cherche à anticiper 2030, on arrive à développer ce schéma jusqu'à 2030. Une des premières souplesses que le Code de l'énergie prévoit, c'est ce qu'on appelle le transfert de capacité réservée. C'est-à-dire que, par exemple, si on a réservé donc des capacités pour l'accueil d'énergie renouvelable dans une partie de la région, sur un poste, et puis finalement, dans cette zone-là, les ENR ne se développent pas aussi vite que ce qu'on avait pu imaginer, et qu'un peu plus loin sur le territoire, on a au contraire réservé des capacités réservées, mais pas suffisamment par rapport aux projets qui se développent réellement, eh bien, on va pouvoir prendre des capacités réservées sur le poste où elles sont finalement peu utiles aujourd'hui et les transférer vers le poste où elles sont nécessaires. Et ça, assez simplement, si tant est que localement, le réseau peut accueillir encore ces capacités réservées. Donc ça s'appelle un transfert de capacité réservée. C'est quelque chose qu'on fait relativement simplement en prévenant le préfet. On notifie au préfet de région qu'on a modifié les capacités réservées du schéma. Et donc, pour information, sur les schémas actuels, donc le schéma Auvergne plus le schéma Rhône-Alpes qui sont actuellement en vigueur, on a réalisé aujourd'hui plus de 130 transferts de capacités réservées entre des postes. Donc voilà, c'est une souplesse qui est très facile à mettre en œuvre. L'autre souplesse qu'on a, c'est ce qu'on appelle le transfert de travaux. Donc ça marche un petit peu sur la même logique. Si on a prévu par exemple de remplacer un transformateur dans un poste par un transformateur d'une puissance supérieure et qu'à cet endroit-là, cet investissement n'est pas très utile pour l'instant puisqu'il n'y a pas de projet réel d'énergie renouvelable qui arrive et que par contre, dans un poste où on n'avait pas prévu de travaux, on a des porteurs de projets qui se présentent et on a besoin de faire ce remplacement de transformateur, et bien pareil, on peut prendre l'investissement qu'on avait prévu dans un poste A et le transférer vers un poste B où il sera plus utile. Donc, on fait un transfert à isopérimètre financier, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas l'équilibre financier du schéma, on prend des investissements qui étaient prévus à un endroit, on les emmène à un autre. Et pareil, on va notifier au préfet qu'on a transféré cet investissement d'un endroit à un autre. Le dernier mécanisme de souplesse qui peut être mis en œuvre, c'est un mécanisme un peu plus lourd qu'on appelle l'adaptation du schéma et qu'on va mettre en œuvre quand là, il est nécessaire de venir modifier l'équilibre financier du schéma, modifier les investissements qui étaient prévus initialement au schéma. Toujours pareil, l'idée c'est que dans une zone, les énergies renouvelables se développent de façon un peu différente de ce qu'on avait prévu, en tout cas de façon un peu plus importante. Et pour les accueillir, il est nécessaire de venir
intervenir sur le réseau et prévoir des investissements qui ne sont pas prévus dans le cadre du schéma et qu'il n'est pas possible de transférer depuis un autre endroit. Donc là, on va ouvrir ce qu'on appelle une adaptation du schéma, qu'on va concerter avec un ensemble de parties prenantes qui sont identifiées dans le code de l'énergie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe quoi. On a un cadre législatif et on va pouvoir adapter le schéma si tant est que l'adaptation prévue respecte un certain nombre de critères. Et donc, une fois que tout ça a été discuté avec les parties prenantes et concerté, on notifie également cette adaptation au préfet de région. Voilà. Donc, l'objectif, c'est bien de conserver des adaptations qui restent des adaptations mineures à l'échelle du schéma et qui rentrent dans un cadre législatif fixé. Merci beaucoup. Alors peut-être avant de vous présenter la dernière séquence qui concernait les modalités d'information et de participation, et Pierre Brignon y reviendra tout à l'heure, des rencontres thématiques seront proposées, des rencontres territoriales. C'est peut-être important que l'on puisse peut-être répondre à quelques questions qui auraient été posées via le chat. Alors, je vais m'adresser à Gaylor Barré, qui fait partie donc, de l'équipe SENS, qui modère et qui centralise vos questions au fil de la présentation. Gaylor, des questions ont été posées d'ordre général sur le schéma auxquelles on pourrait répondre dès ce soir? Oui, bonsoir à tous. Donc, on a eu plusieurs questions jusqu'alors sur le chat. Ce que je vous propose de faire, c'est peut-être d'y répondre dans l'ordre chronologique des différentes phases que l'on vient de vous présenter, de façon à ce qu'il y ait aussi une progression dans les questions que l'on a reçues. Donc, peut-être une première question de compréhension, si l'on revient sur l'étape 2 qui était ici. Une première question qui porte dans le cadre d'un projet éolien, de quelle nature de poste parle-t-on? Parle-t-on d'un poste de distribution à gauche ou parle-t-on d'un poste de réseau de transport plutôt à droite sur l'image? Peut-être Clément pour nous préciser la réponse. Oui, donc dans le cadre d'un raccordement de projet, en fait, quelle que soit l'énergie initiale, que ce soit un projet photovoltaïque, hydraulique ou éolien, le raccordement peut se faire soit sur le réseau de distribution, soit directement au réseau de transport. Donc ça va dépendre de la puissance du projet et puis de la volonté un peu du porteur de projet. Mais quand les projets sont suffisamment importants en taille, ils peuvent se raccorder directement sur le réseau de transport. Très bien. Alors, d'autres questions, Gaylor? Une question qui portait plutôt sur l'étape 3, donc la phase de consultation et de concertation qui nous intéresse ce soir. Une personne demande comment les autorités concédantes sont-elles consultées dans le cadre du schéma. Alors là-dessus, peut-être Pierre Brignon, peut-être? Oui. Alors, il est prévu justement de les consulter par voie écrite. Donc, c'est une consultation qui comprendra le dossier de V0 du schéma et sur lesquels les parties prenantes pourront émettre un avis. Parfait, merci. Alors, Gaylor, on poursuit peut-être avec les questions? Oui, sur la quote-part, deux questions que je vais vous poser à la suite. Je vous laisse choisir dans quel ordre est-ce que vous souhaitez y répondre. Peut-être Clément. Une première question qui porte sur existe-t-il une quote-part dans le cadre des projets qui sont actuellement en cours d'étude? J'imagine si oui, laquelle? Et une seconde question qui concerne la quote-part, à savoir, dans le cadre où un projet ne nécessite pas une création, mais simplement un renforcement du réseau, est-ce que le porteur de projet s'acquitte d'une quote-part? Et sinon, pourquoi? Alors, peut-être avoir qui de vous y répond, Monsieur Chaumont, Monsieur Chapon, Clément Chichou? Monsieur Chapon? Je peux répondre, oui. Donc, la première question, c'était sur… Existe-t-il une quote-part pour les projets actuellement en cours d'étude? Il existe effectivement aujourd'hui une quote-part qui correspond au schéma Auvergne et une quote-part qui correspond au schéma Rhône-Alpes. Donc, chacun en leur quote-part qui correspondait aux investissements de création qui avaient été étudiés il y a quelques années à l'horizon 2020, pour l'horizon 2020. Donc oui, il y a déjà une quote-part qui s'applique. D'accord. Et le nouveau schéma va définir une nouvelle quote-part qui va remplacer les deux autres. La deuxième question, c'était sur est-ce qu'on s'acquitte quand on ne génère pas de création, quand le projet génère que des renforcements, voire rien du tout. En fait, le nouveau producteur qui s'installe, il va payer la quote-part
comme tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment une mutualisation à l'échelle de l'ensemble de la région. Donc, c'est l'ensemble des investissements qu'on a divisés par l'ensemble des capacités réservées, et tout nouveau producteur qu'il arrive, où qu'il soit, que dans la zone il y ait besoin de renforcer, de créer ou pas, il va payer sa part de quote-part. C'est bien pour ça que c'est une mutualisation non pas à une échelle locale, mais c'est une mutualisation sur l'ensemble de la région. J'espère que j'ai été assez clair sur cette explication. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, même si on prend les questions maintenant, à continuer à les poser, on essaiera d'y répondre. Gaylor, votre question identifiée? Et une dernière question d'ordre plus général qui fait écho à ce qui a été présenté au départ, c'est-à-dire l'équilibre permanent entre l'offre et la demande. Le schéma concernant les énergies renouvelables, la question de l'intermittence est posée. Comment est-ce que les adaptations de réseau répondent-elles à cet enjeu de l'intermittence des ENR? Donc, je vais essayer de répondre aussi, même si la question est un petit peu en dehors du scope de ce schéma régional Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est plutôt une question qui touche l'équilibre offre-demande à la maille nationale. Et effectivement, comme certaines personnes l'ont mis en commentaire, RTE a deux documents qui permettent d'éclairer ces questions à la maille nationale. Et c'est des documents qui sont aujourd'hui donc publics. C'est le premier document qui est très structurant, c'est le schéma décennal de développement de réseau. Alors, on l'appelle décennal, mais en fait, il pousse même la vision du fonctionnement du système électrique à l'horizon 2035. Et il permet de confirmer que le réseau sera capable de fonctionner au regard des nouveaux mix de production et de consommation à ces horizons-là. Et il fera d'ailleurs un point d'étape à 2030 pour correspondre aux enjeux de la programmation pluriannuelle d'énergie nationale. Donc, les réponses sur l'intermittence des énergies renouvelables sont données dans ce document public et confirment les travaux nécessaires d'adaptation de réseau, d'automatisation qui permettent d'accueillir ces énergies renouvelables à la maille nationale. Et un deuxième volet concerne plutôt le bilan prévisionnel, qui est effectivement cité aussi par un participant. Et effectivement, aujourd'hui, RTE travaille sur des bilans prévisionnels régulièrement. Il a sorti un bilan prévisionnel l'année dernière et il prépare aujourd'hui un bilan prévisionnel qui va essayer d'éclairer la vision de l'équilibre offre-demande dans les années qui viennent, et avec effectivement un travail aujourd'hui sur une vision à bien plus long terme, à 2050, qui est prévu pour l'année prochaine, un travail où on pourrait analyser le comportement du réseau avec un mix de 100% ENR. Très bien. Alors, je viens d'identifier une question qui assure une parfaite transition avec vous, Pierre Brignon, à savoir où peut-on consulter ce schéma. Alors, vous allez justement nous présenter les modalités d'information et de participation pour les 3 prochains mois, à commencer donc bien sûr par les dates, les objectifs, et puis ensuite on reviendra sur les documents présentés à la concertation, puis bien entendu l'ensemble des dispositifs contributifs et les rencontres. Je vous laisse nous en dire un mot. Donc, Pierre Brignon, vous êtes en charge donc, de la concertation chez RTE. Merci. Donc, comme on le disait, on commence notre phase de concertation qui a débuté donc, le 5 octobre 2020 et qui se terminera le 31 décembre de cette même année. Donc, on part pour 3 mois de concertation. Nous avons choisi de séparer donc, ce temps de concertation en 3 phases. Une phase d'acculturation qui est destinée à informer le public sur l'ensemble de la région Aura. Ensuite, on a une phase de rapprochement des territoires où il y aura 4 réunions publiques, on l'espère en physique. On aura ensuite une phase plus de travail thématique sur 3 thèmes qu'on proposera et sous forme d'ateliers numériques. Donc, en termes d'objectifs sur cette concertation, on souhaite vraiment partager les enjeux liés à l'adaptation du réseau électrique. On souhaite également présenter l'ensemble des projets qui sont liés à cette adaptation du réseau électrique. Et enfin, nous souhaitons recueillir l'ensemble des attentes et des contributions des citoyens de la région Aura. Voilà. Donc, si on parle un petit peu des documents qui sont mis à la concertation, donc ça répond à la question qui a été posée.
Donc, le document principal, c'est le projet de schéma qui est mis en ligne sur la plateforme que je vais développer juste après. Donc, ce schéma est un document très complet et assez technique qui fait environ 300 pages. Donc, pour le rendre plus accessible à l'ensemble des citoyens, nous avons complété ce document par 2 documents pédagogiques. Donc, un premier document qu'on appelle « Mon guide du S3R ENR Aura ». Donc, ce but présente le S3R, sa mécanique de construction et l'ensemble des modalités. Il présente également l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et surtout son contexte électrique. Il présente les différents acteurs qui participent à l'élaboration de ce schéma. Et on y retrouve également aussi l'ensemble des travaux et adaptations du réseau électrique sur l'ensemble de la région, donc sous forme de carte aussi. Et enfin, on y retrouve l'ensemble des modalités liées à la concertation, comment y participer, comment s'inscrire et les grandes rencontres. Nous avons ensuite complété ce document, ce schéma en V0 par 12 fiches départementales. Donc, cela donne en fait à l'échelle de chaque département, donc les 12 départements qui composent la région, on retrouve à l'échelle départementale les capacités d'accueil, les montants d'investissement, les travaux qui sont cartographiés. Et enfin, vous retrouverez au verso de ce document l'ensemble des travaux sous format générique qu'on peut rencontrer sur nos différents ouvrages électriques. Voilà. Si on regarde un petit peu la plateforme en ligne, donc vous pouvez retrouver l'ensemble de ces documents sur le www.s3renr-aura.fr. Donc, la plupart d'entre vous ont déjà connaissance de cette plateforme qui est ouverte à partir du 5 octobre. Sur cette plateforme, donc, je le disais, on retrouve l'ensemble des documents. Vous pouvez y voir une première présentation du S3R-ENR, un format vidéo également. Vous retrouvez aussi l'ensemble des cartes à la maille de la région et à la maille des départements qui concernent l'ensemble des travaux. Vous avez l'ensemble des rencontres qui sont répertoriées et surtout, il est important de s'inscrire sur la plateforme pour participer aux rencontres, qu'elles soient physiques ou à distance. Et enfin, vous avez la possibilité de donner votre avis. Donc, pour donner votre avis, vous avez un formulaire qu'on a établi en ligne. Donc, ce formulaire, vous renseignez votre nom, vos prénoms et ainsi que votre fonction, si vous êtes citoyen, quelqu'un de l'administration ou un élu. Et ensuite, vous avez la possibilité de formuler votre avis et d'y associer une pièce jointe si besoin. Donc, vous avez la possibilité de faire cela jusqu'au 31 décembre 2020. Ensuite, si on parle un petit peu des rendez-vous qu'on vous propose, donc je vous le disais, on vous propose 4 réunions publiques et on l'espère en physique. Donc, ils se tiendront à Grenoble le 13 novembre à partir de 19 h, à Montélimar le 17 novembre, à Aurillac le 24 novembre et à Moulins le 26 novembre. Donc, je le rappelle, il est important de s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir participer à ces réunions. Et ensuite, on vous propose 3 ateliers thématiques à distance. Sur un premier thème qui est le dimensionnement des ouvrages électriques, qui se tiendra le 1er décembre à 17 h 30. Un thème sur l'environnement, le 4 décembre. Et enfin, un thème sur l'intégration paysagère qui se tiendra le 10 décembre. Donc là encore, il faut s'inscrire pour pouvoir participer à ces ateliers thématiques. Tout à fait. Les réunions publiques physiques, pour respecter les contraintes sanitaires, seront limitées en nombre de participants. Donc, effectivement, on vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressé au plus tôt. Bien entendu, à bien vous assurer que vous serez présent si vous êtes inscrit. Ça, c'est bien sûr essentiel. Et les ateliers thématiques, c'est vraiment un temps important pour pouvoir creuser et aller beaucoup plus loin sur certaines questions. On sait là encore que ce territoire est très large et on le voit, le format numérique finalement facilite aussi les connexions. Alors, n'hésitez pas, je crois qu'on est arrivé au bout à la fois de la présentation de ce schéma dans ces grandes lignes, la présentation des modalités de la concertation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre via le chat. Je me tourne encore une fois vers Gaylor pour savoir si nous avons d'autres questions. Je ne parle pas des observations, puisque ces observations, de toute façon, seront intégrées au bilan de la concertation. Mais là, on est plutôt là pour recueillir, en tout cas de vive voix, ces questions. On vient de recevoir à l'instant une nouvelle question donc, qui s'est plutôt adressée à Pierre Brignon. La question porte sur le fait, est-ce que des questions de compréhension peuvent être déposées sur la plateforme s3renr-aura.fr? Des questions de compréhension sur le schéma, j'imagine. Alors
Alors oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez directement poser vos questions sur le site que j'ai cité, donc www.s3renr-orab.fr. Il n'y a aucun problème. Et si vous laissez vos coordonnées, pardon, on vous répondra soit par mail, soit on vous recontactera par téléphone. Voilà, alors j'ai toujours pour habitude de laisser une petite minute parce que parfois on est concentré sur le fait d'écouter en fait une présentation et pas forcément en capacité de poser des questions en même temps. Donc ce que je vous propose, c'est de laisser 1 ou 2 minutes à chacun pour poser des questions. Si de nouvelles questions venaient à se poser, on fera le point et puis ensuite on répondra le cas échéant et on clôturera cette réunion. Donc je laisse peut-être 2 petites minutes à chacun pour contribuer s'il le souhaite. Voilà, on a laissé une petite minute. Alors, je reviens encore une nouvelle fois vers toi, Guédor. Des observations, des questions complémentaires? Il y a eu donc une question complémentaire qui porte sur l'accès à la présentation qui vient d'être faite là justement en séance. Est-ce que cette présentation sera accessible à la fin du webinaire? Peut-être plutôt Pierre Brégnon pour la réponse. Oui. Alors, l'ensemble de nos présentations sont enregistrées. Et donc, du coup, nous mettrons en ligne sur la plateforme cet enregistrement. Il en va de même pour les réunions publiques et les 3 ateliers. On aura des comptes rendus et des enregistrements qui seront également effectués et qui seront mis sur la plateforme. Voilà, donc effectivement, tout le monde ne peut pas forcément se connecter. Donc, l'idée, c'est que, bien entendu, ces éléments puissent être présentés, que vous puissiez vous-même les reconsulter et peut-être même les mettre en partage autour de vous, puisque n'hésitez pas, encore une fois, à parler vous-même de cette concertation et à mobiliser pour les temps de rencontre à venir. Alors, si on a fait le point, alors globalement sur les questions, je propose de revenir vers Monsieur Chevalier, qui est encore avec nous, je crois. Nous avons quelques messages de remerciements sur la présentation. Peut-être, je vous laisse nous donner, vous, votre avis sur cette première rencontre à distance, compte tenu du contexte particulier lié au Covid. Et ensuite, nous reviendrons vers vous, Monsieur Chaumont, pour clôturer cette rencontre. Oui, merci. Je confirme que je suis toujours là. Et ben, on voit qu'on commence à s'habituer aux présentations en webinaire, effectivement. Même si, comme on le signale nous au sein de la Commission nationale du débat public, on fait attention à avoir aussi une part de débat autrement que par Internet pour favoriser la prise de parole de tout le monde et notamment des personnes qui sont éloignées, comme vous l'avez signalé dans le processus qui est mis en place sur les 3 mois à venir. Voilà, cette première présentation, effectivement, par le niveau de conversation est plutôt qualifié de clair. On voit dans les débats et dans ce que vous avez pu présenter que voilà, on est au cœur des éléments qu'on souhaite aborder dans le cadre du S3RENR, les questions d'adaptation de ce réseau. Qu'est-ce que ça veut dire adapter un réseau? Les questions de réseau intelligent, de pilotabilité de ce réseau, et puis la question de la quote-part qu'on commence également à comprendre au regard des 2 schémas qu'on avait jusqu'à présent en Auvergne et en Rhône-Alpes, et puis de ce nouveau schéma qui va les regrouper tous les 2. Donc,
Je vous remercie de cette présentation. J'en profite aussi pour vous redire que le rôle des garants est bien de veiller à ce que ce niveau d'information, de clarté soit présent tout au long de la présentation. N'hésitez pas les uns et les autres à nous faire remonter aussi vos besoins en termes de clarté d'information, de besoins complémentaires. Comme ça, ça nous permet aussi de capitaliser tous ces besoins et puis d'être au plus près de ces évolutions des présentations. Alors, merci Monsieur Chevalier. Alors, François Chaumont, le SRNR est un sujet complexe mais important pour RTE. Vos équipes ont beaucoup travaillé ces dernières semaines pour essayer de rendre ce sujet le plus accessible et compréhensible possible. Ce soir, c'était finalement la réunion de lancement de cette concertation qui va durer, on se l'est dit, quelques semaines et même presque près de 3 mois. Un premier regard sur cette rencontre? Oui, comme vous le dites, c'est un schéma qui peut être a priori complexe et donc nous avons voulu faire de gros efforts de pédagogie pour que ce schéma soit compréhensible de tout citoyen d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, nous allons continuer dans cet objectif-là. Il y avait ce webinaire de lancement. Il y aura demain donc les réunions publiques physiques qui permettront de se voir, je l'espère, physiquement dans le contexte Covid que nous connaissons, donc à Grenoble, Montélimar, Aurillac et Moulins. Vous avez la plateforme d'accès S3RENR aura.fr qui est affichée. Donc, j'invite tous les citoyens, bien sûr, tous les présents à cette réunion, mais tous les citoyens d'Auvergne-Rhône-Alpes à venir donner leur avis parce que nous avons besoin de vos avis. Je voudrais donc remercier tous les présents de ce webinaire. Ça montre l'intérêt des enjeux de la transition énergétique sur le territoire. Je voudrais remercier les garants qui sont présents et qui nous accompagnent et qui vont continuer à nous accompagner dans la suite de cette concertation. Et je remercie aussi donc Madame Riboulet et le cabinet SNC pour son accompagnement à l'animation de cette réunion. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Monsieur Chaumont, merci à tous. Et bien entendu, on compte sur vous. On espère vraiment vous retrouver à la fois sur les rencontres territoriales et les ateliers thématiques. N'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de parler et de partager cette concertation. Et on a envie de vous dire donc rendez-vous très bientôt pour la suite donc des débats et des discussions. Merci à tous, excellente soirée et puis à très vite. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.